le jeu de couleurs. Bon, bref, attendez, je vais faire descendre cette bande noire. Bon, alors on va parler des signes physiques. Alors, au terme, vous avez déjà fait les signes fonctionnels, etc. Donc, une fois que l'anamnèse, c'est-à-dire a été faite, dans l'anamnèse, c'est-à-dire dans l'interrogatoire, vous allez préciser les antécédents du patient, Recording in etc. progress. Ouais. Vous allez préciser les antécédents du patient surtout la plainte qui a amené le patient à consulter. Et généralement, ce sont des signes fonctionnels respiratoires. Donc, je ne vais pas en revenir dessus. Il s'agit beaucoup plus de la toux, soit de la douleur thoracique, ou de la dyspnée, ou alors de l'hémoptysie, ou alors une polypnée, etc. Donc, c'est ça, c'est le motif de consultation. Une fois que le motif de consultation a été bien précisé dans le début de la symptomatologie, la durée et qu'est-ce qui pouvait l'aggraver, etc., vous allez passer à l'examen physique. Donc, l'examen physique est une étape très importante avant de demander les examens complémentaires. Il est inconcevable de demander des examens complémentaires, même s'il s'agit d'une radiographie du thorax, seulement sur une seule plainte du sujet. Il faut faire votre examen physique. Et c'est un examen physique qui doit être soigneusement réalisé sur un patient généralement dévêtu jusqu'à la ceinture, c'est-à-dire hein, jusqu'à la ceinture du moins, puisque nous, on va s'intéresser à l'appareil, à la oui, oui, bon. Je suis en train de lire un peu vos commentaires. Donc, je disais, il faut que ce soit un thorax dévêtu jusqu'à la ceinture. Il ne faut pas mettre là, voilà, quand vous examinez le malade ménagé et puis vous essayez de faire entrer le stéthoscope à travers, sous le linge, etc. Il faut que les habits, il faut que le thorax soit dénudé, le thorax doit dénuder et cet examen doit comporter successivement les quatre temps, à savoir l'inspection, c'est-à-dire je vais voir, la palpation, je vais palper, la percussion, je vais percuter, et enfin l'auscultation va être faite maintenant à l'aide d'un stéthoscope. Alors à l'inspection, c'est le premier temps de l'examen physique de l'appareil respiratoire, vous allez apprécier l'état des téguments. Et de un, vous allez apprécier la morphologie du thorax. Est-ce que c'est un thorax qui est normal? Est-ce que c'est un thorax qui est déformé? Et quel type de déformation? Et puis, vous allez voir, vous allez apprécier les mouvements respiratoires et on finira par rechercher les signes anormaux extrathoraciques. Donc, dans l'aspect du revêtement, alors là, je vous ai mis les photos. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Donc, sur un thorax qui est dévêtu. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut dévêtir. Vous ne pouvez pas juste enlever comme ça ou soulever le lait. De préférence, il faut que la personne enlève sa chemise. Alors, vous allez rechercher des cicatrices thoraciques. Des cicatrices thoraciques, stérotomie, c'est-à-dire c'est une cicatrice qui a été portée sur le sternum et qui va vous thoracique. Idem ici, c'est une cicatrice de thoracotomie. Hein, également, c'est un sujet qui a subi une intervention chirurgicale ayant porté sur le thorax. Et là, ce que vous voyez tout rouge, la région axillaire moyenne et antérieure, ça, c'est la cicatrice du drain thoracique. Donc, juste cicatrice, parfois, les patients oublient qu'ils ont été drainés, oublient peut-être qu'ils ont fait une biopsie pleurale, etc. Mais quand vous voyez à l'examen physique, quand on a ce type de cicatrice, la première des choses que vous allez lui dire au patient, eh ben, c'est quoi ça? Comme pourquoi vous vous êtes fait cette cicatrice au niveau du sternum? Est-ce que vous avez subi une intervention chirurgicale ayant porté sur le thorax? Ça peut être, je ne sais pas, un truc sur le plan cardiaque, la mise en place des stents, et là, c'est une thoracotomie peut-être pour un cancer bronchique ou alors comment dirais-je, non, une ablation ou là, une pneumonectomie, etc. Donc, quand vous allez examiner le revêtement cutané, vous allez rechercher les cicatrices thoraciques
soit d'origine accidentelle ou chirurgicale, donc thoracotomie, la cicatrice voilà, de drainage. Chez une femme, ça peut être une cicatrice carrément de mastectomie. Une femme qui a un cancer du sein et qui a été mastectomisée, eh bien, vous allez voir que ben, elle n'a plus de sein et de un, et de deux, il y a une cicatrice à la place du sein. Vous allez rechercher également, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'angiome stellaire? Les angiomes stellaires, c'est quoi? Ce sont des lésions vasculaires. Attendez, je suis en train de lire. Ah bon, bref, ça ne me concerne pas. Moi, je croyais que c'était pour moi. Alors, les angiomes stellaires, c'est des lésions vasculaires bénignes et de la peau et qui ont la forme un peu d'une étoile. Et c'est pour ça qu'on dit stellaire. Il y a un point central je vais vous montrer l'image, qui se ramifie par de nombreuses petites branches capillaires et qui généralement siège à la face antérieure du thorax et elle est évocatrice, cet aspect est évocateur d'une cirrhose. Une cirrhose, donc c'est une atteinte du foie. Voilà par exemple les angiomes stellaires. Je ne sais pas si, est-ce que vous arrivez à voir ou vous voulez que j'augmente un peu l'image? C'est bon? Ah, ça c'est fait. Ah, bon, je ne peux pas parce que là c'est le partage d'écran. Est-ce que vous arrivez à voir un peu l'angiome stellaire? Vous voyez l'angiome stellaire? Ça s'observe. Oui, Hein? madame. Donc ça s'observe à la face antérieure du thorax. Voilà, il y a un point central et puis il y a des prolongements comme ça sous forme d'étoile. Et généralement, ça se recherche à la face antérieure du thorax et c'est évocateur d'une cirrhose. C'est un des signes accompagnateurs de la cirrhose. À l'inspection également, vous allez voir l'existence ou pas de gine chez les hommes, hein, parce que les hommes n'ont pas de sein. Donc, soit c'est une augmentation unilatérale du volume des seins chez l'homme, et ça peut s'accompagner, cet aspect peut accompagner un cancer bronchique, et ça rentre dans le cadre du syndrome paranéoplasie. Je m'appelle un syndrome paranéoplasie, c'est un syndrome qui accompagne une néoplasie. Donc, voilà la gynécomastie. Vous voyez la gynécomastie générale, ça vous voyez bien, c'est un homme. Donc, allez rechercher ces cas, donc, tels que les angiomes stellaires, tels que les cicatrices et tels que la gynécomastie, c'est l'augmentation bilatérale ou unilatérale du volume des seins chez l'homme. Et c'est généralement, quand ça existe, on peut dire que c'est en dehors d'une tumeur, parce que les hommes peuvent faire une tumeur mammaire. Hein, c'est moins fréquent que chez la femme, mais on peut avoir. Mais sinon, c'est un symptôme qui fait partie du syndrome paranéoplasique, cancer bronchique. À l'examen physique, à l'inspection, vous allez voir, est-ce qu'il y a un tirage? Un tirage, c'est quoi? C'est une dépression des parties molles observée à l'inspiration. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir quelqu'un en crise d'asthme ou bien une BPCO qui est en crise? Quand vous allez l'examiner comme ça, quand vous vous mettez face à lui, alors le tirage, regardez au niveau du creux, le creux comme tu as les clavicules au milieu, et ben ça va rendre juste à la base du cou, juste au niveau des clavicules, il y a une petite dépression, et quand il y a un tirage, vous allez voir qu'à ce niveau, ça va rentrer, ça va sortir. De même chose au niveau des muscles intercostaux, c'est-à-dire entre les côtes, normalement, il n'y a pas de tirage. Mais quand il y a une dyspnée, une gêne respiratoire, les muscles intercostaux seront sollicités. Vous savez que dans la respiration, l'inspiration est un geste actif qui sollicite le muscle respiratoire par excellence, qui est le diaphragme, mais l'expiration, elle est passive. Et quand il y a une exacerbation de l'asthme ou bien d'une bronchite chronique obstructive, quand le sujet est en crise, vous allez avoir la mise en jeu de ces muscles accessoires. Donc, c'est une dépression de tirage, est une dépression des parties molles observée à l'inspiration qui intéresse
les creux susternales, comme je vous ai dit, et les espaces intercostaux. Quand vous regardez-vous dans la glace, quand vous respirez, eh ben, le creux susternal ne rentre pas et ne ressort pas. Il est là. La même chose, les parties là, au niveau des côtes, normalement, vous n'allez pas voir une dépressante. Donc, ça sort et ça rentre. C'est pas vrai. Mais quand on a une hygiène respiratoire, vous risquez de voir un tirage soit susternal ou intercostal. Et généralement, ce tirage traduit une obstruction soit au niveau de la trachée, par exemple une tumeur trachéale, ou alors au niveau de larynx, ou alors des grosses branches, ou carrément quand il y a une perte d'élasticité. Le sujet, il est gêné, et donc il va mettre en jeu ses muscles accessoires. À l'inspection également, vous allez rechercher est-ce qu'il y a un œdème localisé. Malheureusement, je n'ai pas de photo ici, je vais essayer de vous en trouver avant de vous envoyer le coup. Alors, un œdème localisé qui peut être soit discret, et ça se traduit par un comblement, hein, des creux susclaviculaires. Au niveau des clavicules, il y a généralement un petit creux. Bon, les gens qui sont obèses, c'est un creux qui est comblé. Ça ne veut pas dire qu'il y a un œdème, mais généralement, on peut percevoir un creux au niveau de la région susclaviculaire. Et ben, ce creux peut être comblé par un œdème localisé. Et on dit dans ce cas, c'est un œdème en pèlerine, ça prend le cou, hein, il y a un gonflement du cou avec la région susclaviculaire. Vous n'allez plus voir les clavicules ainsi que le creux susclaviculaire. Et généralement, cet œdème en pèlerine est observé dans les syndromes de la compression de la veine cave supérieure. Et dans les cancers bronchiques qui touche la veine cave supérieure et qui l'a compris, un des signes du syndrome cave supérieure, c'est l'apparition de cet œdème en pèlerine. Et ça s'observe à l'inspection. Alors, ça, c'était l'examen du revêtement cutané. Donc, rechercher les cicatrices, rechercher est-ce qu'il y a un angiome stellaire, rechercher est-ce qu'il y a une gynécomastine, rechercher est-ce qu'il y a un tirage, et rechercher un œdème localisé. Ça, c'est juste à la vue de la partie cutanée du thorax. Et puis, vous allez voir, vous allez apprécier la morphologie thoracique. Alors, dans la morphologie normale, euh, chez l'adulte, l'adulte normal, le thorax a une forme elliptique. Je mettais comme une ellipse. Vous voyez un peu le ballon de rugby. Le ballon de rugby, ce n'est pas un ballon qui est rond. C'est un ballon qui est étroit au niveau des extrémités et assez gonflé dans la partie centrale. Et donc, ça a une forme d'une ellipse. Et ça, c'est ça le thorax d'un sujet normal quand vous voyez comme ça de profil. Le diamètre antéro-postérieur, hein, il est inférieur au diamètre transverse. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple un mètre ruban et que vous mesurez le diamètre de la partie antérieure, donc du thorax jusqu'à le dos, vous prenez juste comme ça un mètre ruban, et bien ce diamètre, il est inférieur au diamètre transversal, c'est-à-dire du début du thorax jusqu'à la fin. À la différence que chez l'enfant, le thorax, il est cylindrique. Donc, chez l'adulte, le thorax, il a une forme elliptique et chez l'enfant, il a une forme cylindrique. Juste une particularité que chez les sujets qui sont maigres et qui sont maigres et grands, leur thorax, il est étroit et long. Et on parle dans ce cas d'un thorax qui est longiligne, pour les sujets qui sont maigres et grands de taille. Par opposition, les sujets qui sont obèses, ils ont un thorax qui est bréviline. Bréviline, c'est-à-dire c'est un thorax généralement qui est là. L'adulte normal, il a un thorax elliptique, c'est-à-dire le diamètre antéro-postérieur est inférieur au diamètre transversal. Et puis, nous allons voir les variations pathologiques du thorax. Alors, par exemple, vous avez la scoliose et vous avez la kyphose. La scoliose, c'est une incurvation de la colonne dorsale dans le sens transversal
alors que la kyphose, c'est l'accentuation de la convexité normale de la colonne vertébrale. C'est-à-dire quoi? Ben, le rachis, la colonne vertébrale, c'est pas quelque chose de droit. La colonne vertébrale, elle dessine une courbure, d'accord? Il y a la région dorsale et puis il y a une courbure un tout petit peu dans la région lombaire. Par contre, quand le sujet il a une scoliose, il y a une incurvation de la colonne dorsale dans le sens transversal. Je vais vous montrer la photo. Voilà. Ça, c'est une scoliose. Chauffe par exemple cette omoplate, elle est légèrement surélevée par rapport à celle-là. Donc, regardez, c'est une incurvation de la colonne vertébrale dans le sens transversal. Par contre, regardez la kyphose. Alors, la kyphose, regardez, c'est une accentuation de la courbure du rachis dorsal. Comme je vous ai expliqué, la colonne vertébrale, ce n'est pas quelque chose de droit, elle a une petite courbure, mais dans la kyphose, regardez le cou comme il se projette vers l'avant. Pourquoi? Eh bien, parce que la partie dorsale des vertèbres, parce que dans la vertèbre, vous avez la région cervicale, vous avez la région, les vertèbres dorsales, et puis par la suite, en bas, vous avez les vertèbres lombaires, et puis à la fin, vous avez ce qu'on appelle les vertèbres sacrées et l'exoxys. Et donc, dans la kyphose, vous avez une exagération de la courbure de la région dorsale. Et là, il faut le signaler. Pourquoi? Parce que quand vous faites une radiographie du thorax de quelqu'un qui a une scoliose, eh ben, le thorax ne sera pas symétrique, il sera complètement tordu du fait de regarder la colonne vertébrale, comment elle est incurvée dans le sens transversal. Et ça, c'est à l'inspection que vous pouvez voir cela. Donc, vous allez avoir la scoliose, la kyphose. On peut avoir également les thorax. On peut avoir un thorax en entonnoir, un thorax en bréché ou un thorax en tonneau. C'est quoi un thorax en bréché? On parle également d'un thorax en carène. C'est une saillie du sternum. Je vais vous montrer les photos. C'est le sternum qui fait saillie en avant le sternum et qui est comparable au bréchet de l'oiseau. Regardez l'oiseau, il a, je ne sais pas si on peut dire ça, un thorax, quelque chose à la quelque chose qui sort et donc ce qui fait saillie. Donc le thorax en bréchet ou en thorax en carène, c'est une saillie. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté alors qu'on n'a même pas fait 40 minutes. D'habitude, c'est au bout de 40 minutes que ça se coupe. Là, c'est à peine 20 minutes. لا Donc, le thorax, oui. Alors, le باسكو thorax, دخلنا على 8 ومن بعد قعدنا نستناو على بها. بصح 8 راهي 28 غير 20 دقيقة نورمالمون ماشي 40 دقيقة باش يتقطع. اللي دخلتو من قبل. والله ما على بالي. Et vous l'avez peut-être activé. Là, il est 20 heures. J'ai fait que 20 minutes de cours. Donc, voilà. Mais allez, on va y aller. اي معليش. Donc, le thorax embréché, qu'on appelle également le thorax en carène, c'est une saillie en avant du sternum et ça ressemble un peu au bréchet de l'oiseau. Vous avez le thorax en antérieur, qu'on appelle également le pectus excavatum. Et dans ce cas, en entonnoir, c'est le sternum qui est exagérément enfoncé entre les deux hémithorax. Il est exagérément parce que quand vous examinez le thorax, il est un tout petit peu enfoncé vers l'avant, mais quand il est en entonnoir, il est exagérément enfoncé. Et puis vous avez le thorax en tonneau. Alors le thorax en tonneau, c'est une distension thoracique avec une augmentation du diamètre antéro-postérieur. Et celui-là est observé surtout en cas d'emphysème. Attendez, je vais vous montrer un peu les photos. Donc voilà l'embréché. Regardez le sternum, comment il fait, et ça ressemble à un oiseau. Regardez, ça c'est un thorax embréché. Alors ça, c'est une saillie en avant du sternum. Regardez, c'est un saillie et ça ressemble au bréchet de l'oiseau, d'où le nom thorax embréché. Là, vous avez le thorax en entonnoir. Regardez là, c'est un enfoncement exagéré du sternum.
c'est un enfoncement à l'état normal, à l'état basal. Le sternum, il est légèrement enfoncé par rapport aux deux hémithorax. D'accord? Mais quand il y a le thorax en entonnoir, ça, c'est une déformation anatomique. Sauf pour le thorax en tonneau. Le thorax en tonneau, c'est regarder le diamètre antéro-postérieur étant, il y a un signe de distension, c'était qui témoigne de distension, le diamètre antéro-postérieur est augmenté et généralement ça signe une distension et ça s'observe chez les emphysémateux. Donc quand vous examinez la morphologie du thorax, j'ai dit que la morphologie normale d'un thorax et d'un adulte, il a une forme elliptique, sauf pour les sujets très maigres, les sujets obèses, et dans ce cas, on dirait que c'est un thorax longiligne ou bréviline. Chez un enfant, il a un thorax qui est beaucoup plus cylindrique qu'elliptique par rapport à l'adulte, mais il y a des variations anatomiques, des morphologies assez particulières. C'est la scoliose. Voilà, il y a des variations pathologiques du thorax. Vous avez la scoliose, vous avez la syphose, avec tout ce qui est scoliose et syphose en rapport avec la colonne vertébrale, mais ça retentit sur la cage thoracique. Chauffez la cage thoracique, et quand vous faites une radio, je vous assure, vous allez voir le thorax, quand la scoliose ou la syphose est tellement déformée, et ben, c'est très difficile pour interpréter un téléthorax. Et là, vous avez un thorax qui est embréché, c'est une saillie en avant du thorax qui rappelle le bréchet de l'oiseau, ou alors vous avez un thorax en entonnoir. Un entonnoir. Vous savez ce que c'est que l'entonnoir? لمبوط. Est-ce que vous savez ce que c'est? L'embotte, voilà. Je qui va un l'embotte. Il dit hagda, puis enfin, je ne sais pas parmi vous s'il n'y a pas c'est un entonnoir, c'est voilà, c'est là où on fait par exemple, on veut verser de l'huile, etc. Et dans une bouteille, on met un entonnoir. Et quand on verse, eh ben, les deux parois ressemblent un peu comment on appelle ça, au thorax et la dépressant. Et cette dépressant, c'est le trou par lequel on peut verser. En grosso modo, hein, schématiquement. Donc, et ça, c'est le thorax en tonneau. C'est quand il y a une distension, le diamètre antéro-postérieur est élevé. Et généralement, cela s'observe chez les sujets BPCO au stade d'emphysème. Donc, voilà un peu les variations pathologiques du thorax. Là aussi, une autre image, regardez ici, qu'on appelle ça, d'un thorax en tonneau. Le diamètre antéro-postérieur du sujet est plus important que le diamètre transversal. Et puis, à l'inspection, vous allez rechercher, c'est une chose que vous écrivez les commentaires, les discussions, s'il vous plaît, c'est quoi un emphysème? Je dis Google, Google, je sais pas. C'est-à-dire, اضغط ولا وش معناتها قمع؟ لمبوط. اسمه قمع اي متى بالضح قمع هو اللمبوط بالعربيه الفصحى القمع هكذا باللغه خلاص d'accord. Alors ce que c'est que un emphysème, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question ce que c'était. Ah zut. C'est quoi ça? Comment on fait? Ça va fermer. Attendez. Je ferme. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question ce que c'était un emphysème. Vous allez faire ça le cours quand vous serez en 4e année. Un emphysème, c'est une destruction anatomique irréversible des espaces aériens distaux. Et ça s'observe chez les sujets. Donc, l'emphysème, il y a à la fois des signes de distension et des signes de destruction, le plus souvent liés au tabagisme, dans l'emphysème centrolobulaire. C'est-à-dire, c'est comme si l'air pénétrait, mais à l'expiration, l'air pénètre, l'air reste dans dans la cage thoracique et ça ne veut pas sortir en totalité. Je pense que vous avez fait les mouvements, ou je ne sais pas, peut-être en 4e année, vous allez faire un peu les mouvements respiratoires et la respiration. Théoriquement, l'air, quand on inspire, on expire. Il y a une petite quantité qu'on appelle le volume résiduel qui reste, qui reste au niveau de l'appareil respiratoire.
Mais quand il y a un emphysème, l'air qui pénètre ne ressort pas en totalité. Alors, l'air, il va y avoir une distension. Associée à cela, il va y avoir une destruction des espaces aériens distaux jusqu'aux alvéoles. En fait, c'est ça l'emphysème. C'est une destruction et une distension. Alors, une autre réponse, check le précis, page 86. Bon, je ne sais pas. Ça, vous êtes en train de parler entre vous. Qu'est-ce que c'est? D'un syndrome pulmonaire. Oui, donc vous voyez vos cours. Donc, les mouvements respiratoires. J'espère que j'ai répondu à la demoiselle qui m'a posé la question concernant, ou monsieur qui a concernant l'emphysème. Voilà, qui c'est? C'est quoi? C'est Doc à tout le monde. Est-ce que j'ai répondu à votre question concernant l'emphysème? Attendez. D'accord, très bien. وش كتبت لي هنايا s'il vous plaît, docteur, pourquoi vous avez dit qu'il y a un tirage lors de la crise d'asthme, malgré que ce dernier est une conséquence d'une gêne lors de l'expiration et pas de l'inspiration? J'ai jamais dit que les tirages étaient en rapport avec l'expiration. J'ai dit que les tirages, c'était la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. Alors, le tirage, quand le sujet qui est normal et que vous examinez la cage thoracique, examinez-vous vous-même, regardez-vous dans le miroir, quand vous respirez, au niveau du creux, au niveau du creux susternal, c'est-à-dire entre les deux clavicules, il n'y a pas quelque chose qui rentre et qui sort. Et en même temps, au niveau de la région latéralement, au niveau des espaces intercostaux, les muscles sont en place. Et par contre, quand il y a une crise d'asthme, et donc il y a une gêne respiratoire, le bonhomme, tout dépend de l'intensité de la crise. Dans les crises sévères, modérées à sévères, il va y avoir un tirage susternal par la mise en jeu des muscles sternocléidomastoïdiens et les muscles scalènes, etc. Donc, vous allez avoir quelque chose qui rentre et qui sort. La peau au niveau de la région sternale va faire Recording va stopped. rentrer et va sortir. C'est ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec que ce soit en inspiration ou en expiration. C'est lié. C'est lié. C'est quoi, docteur, le tirage? Je n'ai pas assisté à ce point. Alors, le tirage, c'est quand vous mettez... C'est une dépression musculaire qui apparaît ou bien intercostale lorsque le sujet, soit il est en Recording in progress. ou bien il y a une exacerbation de bronchite chronique obstructive, c'est-à-dire que lorsque le sujet est fortement dyspnéique. Et donc, il y aura mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. J'ai dit quand nous respirons l'inspiration, beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez compris ce que c'est que le tirage. Le tirage, c'est la région susclaviculaire, plutôt susternale. Ça va rentrer, ça va sortir juste à la base du cou et dans les régions intercostaux également. Et ça, on l'observe lorsque j'ai répondu à vos questions. Donc, alors, à l'inspection, on va également étudier les mouvements respiratoires. Le type respiratoire, alors, il est de type, enfin, d'une façon générale, il est de type costal chez la femme, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, il y a son thorax qui s'augmente, qui est soulevé, il y a un soulèvement des seins lors de chaque inspiration, alors que chez l'homme, la respiration est de type diaphragmatique, c'est-à-dire qu'il y a à chaque inspiration, le diaphragme va baisser et ça va coïncider. La respiration est de type costal. À chaque inspiration, ce n'est pas son ventre qui va se gonfler, c'est les seins qui vont se soulever. Par opposition à l'enfant et à l'homme, à chaque inspiration, vous allez avoir un abaissement du diaphragme et son ventre qui va sortir d'une façon très, très simple. Et vous allez apprécier à l'inspection le rythme respiratoire. Alors, en fait, c'est la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire va varier avec l'âge. Alors, la fréquence respiratoire chez l'adulte, elle est de 14 à 22 minutes.
comment vous allez l'apprécier? C'est-à-dire, vous allez examiner, juste examiner le malade et avec votre chronomètre ou alors vos montres, vous allez calculer le nombre de fois où la cage thoracique se soulève. Et ça, c'est à l'inspiration, vous allez calculer à chaque fois. Alors, soit vous faites ça, vous allez voir ça à l'inspection et donc par la vue, ou alors vous allez mettre votre main sur le thorax en demandant au malade, Madame, vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Dénia, alors, les variations pathologiques du thorax, isidobirome. Oui, isidobirome, sauf. Alors, docteur, pourquoi on observe un tirage dans le cas de la perte d'élasticité? Alors, quand il y a une perte d'élasticité pleuropulmonaire, et ben, par exemple, dans la fibrose, c'est un patient qui est en gêne respiratoire. Il y a une dyspnée. Donc, voilà, ça, je l'ai répondu. Alors, maintenant, pour addictalisidobérum, c'est uniquement le thorax embréché ICDB. La scoliose et la kyphose, c'est généralement le plus souvent dans la kyphose. Peut-être que c'est des gens qui ont fait une tuberculose en laissant en place une déformation de la colonne vertébrale, ou alors parfois c'est le port des, comme les enfants maintenant mettent sur le dos des cartables très lourds, et ben à la longue les enfants sont en pleine croissance, ça va déformer leur colonne vertébrale et donc ils vont faire une scoliose. Qu'est-ce qu'il y a également? Alors, le thorax en tonneau, non, le thorax en tonneau, le plus souvent, est observé chez les sujets bronchitiques chroniques obstructifs, liés généralement au tabac. En fait, les gens, ce sont des sujets, ils vont avoir un thorax en tonneau, ce sont les gens qui ont un thorax qui est distendu. Et dans quel cas les emphysémateux, c'est l'air qui pénètre mais qui ne ressort pas en totalité. Destruction des espaces aériens distaux, les BPCO, les bronchitiques chroniques obstructives également vont avoir un thorax en tonneau. Ce n'est pas un thorax bréviline, ce n'est pas que le même que le thorax chez un sujet obèse, c'est une distension. La distension, c'est l'air qui pénètre. L'air, il est piégé à l'intérieur. Ou les questions matérielles. Ah oui, voilà, sinon on ne va pas finir. Hein. Avec des jeunes, ça arrête. Oui, s'il vous plaît. Donc, je disais, voilà, les thorax, la kyphoscoliose et la scoliose, je pense que c'est quelque chose d'acquis. Le thorax embréché, il peut naître avec, mais tout ce qui est thorax en tonneau, non. Le thorax en tonneau, c'est quand il y a une distension et la distension est observée quand il y a des emphysémateux, etc. Donc, le rythme respiratoire, la fréquence respiratoire, elle est de 14 à 22 cycles par minute, ou alors chez l'enfant, elle est de 22 à 30 cycles par minute. Et bien sûr, la fréquence respiratoire va être augmentée avec l'effort et avec la fièvre. Et comment vous allez apprécier cette fréquence respiratoire, soit en examinant, faites-le entre vous, faites-le par exemple avec les membres de la famille, regardez quelqu'un qui respire, c'est beau, au bout d'une minute, il y a eu combien de fois de thorax s'est soulevé, donc à l'inspiration. Alors vous pouvez faire ça en le regardant, ou si vous n'arrivez pas, vous posez votre main sur le thorax et le malade va respirer le plus normalement du monde. Faites-le entre vous. Il faut que d'abord vous appréciez la fréquence respiratoire chez un sujet normal, vous la calculez pour dire est-ce qu'il y a une polypnée, c'est-à-dire augmentation de la fréquence respiratoire, ou au contraire, il y a une bradypnée, c'est-à-dire une diminution. Faites-le d'abord chez un sujet normal. Si vous posez, par exemple, votre main sur le thorax et que vous êtes là au repos, il n'y a rien qui vous stresse, il n'y a rien qui vous gêne, vous respirez le plus normalement du monde, et bien en calculant en une minute, vous allez faire 14 à 22 soulèvements thoraciques par minute. Ça, c'est à l'état normal. Chez le nourrisson et chez le jeune enfant, la fréquence respiratoire normale, elle est de 22 jusqu'à 30. Sachez que cette fréquence respiratoire, elle peut s'élever en cas de fièvre
ou bien en cas d'un effort. Quand vous faites un effort pour quelqu'un qui n'est pas sportif, il est là, il est polyplégique. Et du coup, sa fréquence respiratoire va s'élever. Donc, dans certaines situations, on peut observer une modification à type de polypnée, au contraire, une diminution à type de bradypnée. Et dans les deux cas, il y a une gêne respiratoire. Il y a également des irrégularités du rythme respiratoire qui ne s'accompagnent pas des gènes. Ce sont les respirations périodiques de Shentok ou bien le syndrome de Piqui. Là, c'est une irrégularité. C'est une irrégularité. Je ne sais pas, il faut chercher, Adèle, le syndrome, la respiration de Shentok et le syndrome de Piqui. Donc, vous allez voir le rythme respiratoire est irrégulier, mais il n'est pas dans le sens pathologique, c'est en rapport avec ce syndrome de Piqui. Tiens, j'ai oublié ce que c'était, hein, pour ne pas vous cacher. Quelle est la différence entre tachypnée voilà, قالت درناهم في les signes fonctionnels. Donc, شوفي شمن تاع la tachypnée et la polypnée, il n'y a pas vraiment une grande différence. Hein. Donc, la durée respective des deux temps de la respiration, l'expiration est normalement plus lente que l'inspiration. Je vous ai dit, à l'inspiration, c'est un geste actif. On met en jeu le diaphragme et la respiration, elle est passive et elle est beaucoup plus lente chez un sujet normal. Elle est beaucoup plus lente que l'inspiration. Les modifications de la durée du temps respiratoire peuvent s'observer. Vous avez une bradypnée inspiratoire par une gêne de la pénétration, par exemple une dyspnée laryngée, une bradypnée expiratoire, il y a une gêne à la sortie et ça vous l'observez dans les crises d'âme. C'est-à-dire que quelqu'un qui présente un problème, qui fait une dysphonie, une laryngite, il va y avoir une bradypnée inspiratoire, c'est-à-dire le ton de l'inspiration est beaucoup plus court. Par contre, quelqu'un qui fait une crise d'asthme, vous l'avez fait dans les signes fonctionnels, il a une bradypnée expiratoire, c'est-à-dire que le ton expiratoire est beaucoup plus court que celui de l'inspiration. Donc, il y a une modification et là, vous allez le voir à l'inspection. Donc, vous allez également calculer l'amplitude respiratoire, on parle également de l'ampliation thoracique. À l'état normal, les deux hémithorax, à l'inspiration ou à l'expiration, vont bouger de façon symétrique et synchrone. D'accord? Lors d'une respiration, les deux hémithorax vont bouger d'une respiration profonde. Il va y avoir une modification de l'ampliation thoracique dans certaines pathologies. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est quand il y a, par exemple, quand il y a un pneumothorax. Quand il y a un pneumothorax, c'est quoi le pneumothorax? C'est la présence d'air dans la cavité pleurale. Et bien, vous allez voir qu'il y a une diminution de l'ampliation thoracique du côté là où il y a le pneumothorax. D'accord? Parce qu'à l'état normal, normalement, les deux hémithorax, quand ils se soulèvent de façon régulière et synchrone. Alors, on vous dit, par exemple, ces modifications de l'ampliation thoracique seront mieux appréciées par la mesure de l'indice de Hirt. C'est quoi l'indice de Hirt? Il consiste à mesurer le diamètre de la cage thoracique. Bien sûr, vous mettez un mètre ruban au niveau de la ligne mamelonnaire et vous allez mesurer le diamètre en fin d'expiration forcée et à la fin de l'expiration forcée. Et la différence, le diamètre avec le mètre ruban, quand on expire, le mètre ruban va se distendre et à l'expiration forcée, vous allez également mesurer. Et la différence obtenue représente l'indice de Hirt qui est normalement entre de 6 à 7 cm. Et il est abaissé, cet indice de Hirt, lorsqu'il est inférieur à 6 cm. Et quand est-ce que généralement il y a une diminution de l'ampliation thoracique? Eh bien, par exemple, quand il y a un épanchement pleural liquidien, quand il y a, par exemple, quand il y a un thorax qui est bloqué en inspiration,
Par exemple, quand il y a, ou alors il est bloqué en expiration, comme par exemple dans la crise d'asthme, quand il y a une perte d'élasticité pulmonaire, voilà, dans l'emphysème, il y a une perte d'élasticité du parenchyme pulmonaire. Et donc, quand vous mesurez le diamètre à l'expiration forcée du thorax en mettant un mètre ruban, avec le mètre talé de l'obé al-khiyatat, vous le passez sur la ligne, sur votre thorax, dans la région mamelonnaire. Et vous demandez à la personne de faire une inspiration profonde. Automatiquement, il va se distendre. Juste après, vous faites une expiration profonde et donc il va revenir à sa place, voire même un peu moins. Et quand on parle de l'indice de Hertz, doit être entre 6 et 7 cm, pas plus. Il peut être inférieur à 6 cm, donc c'est qu'il y a quelque chose de pathologique, soit dans le sens où il y a un blocage à l'inspiration, ou bien il y a un blocage à l'expiration. Donc en fait, voilà de façon très schématique. Bon, dès que l'hyperventilation est une augmentation de l'amplitude respiratoire, mais sans qu'il y ait de gêne, c'est la respiration de Kussmaul. C'est-à-dire, tu vois le thorax qui augmente de façon très importante et qui diminue, alors que le sujet n'est pas du tout dyspnéique. Alors, vous allez finir par, à l'inspection, par rechercher les signes anormaux extrathoraciques qui peuvent vous orienter vers telle ou telle pathologie ou telle ou telle anomalie de l'appareil respiratoire. Alors, quels sont les signes anormaux extrathoraciques? C'est la cyanose, c'est l'hypocratisme digital ou bien le syndrome de Claude Bernard Horner. Donc, vous avez fait normalement la cyanose dans... Donc, c'est quoi la cyanose? C'est quoi la cyanose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Insuffisance d'oxygène. Ouais, mais comment ça va se traduire? La peau تكون bleue, non? Voilà, c'est la coloration bleu-violacée des téguments ou des muqueuses. Alors, lorsqu'elle est discrète, cette cyanose, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène et du coup, c'est le taux d'hémoglobine réduite qui sera à peu près supérieur à 5 grammes pour 100 millilitres. Vous savez que l'hémoglobine, normalement, elle assure un peu le transport d'oxygène. Et quand il y a un manque d'oxygène, cette hémoglobine, elle ne sera pas saturée en oxygène. Et on parle d'hémoglobine réduite. Et quand il n'y a pas d'oxygène, eh bien, ça va vous donner cette coloration bleu-violacée des téguments et des muqueuses. Et selon l'importance, alors lorsqu'elle est discrète, vous devez la rechercher au niveau, oui, la cyanose, lorsqu'elle est discrète. Les La extrémités, cyanose, les c'est-à-dire lobes, plus exact, hein? وشنو؟ les lobes, Les lobes. Quels lobes? les lèvres. Les membres, plus exactement, Non, c'est non, quoi? les lèvres, Ah, les lèvres. ah, les lèvres. Oui, oui, au niveau des Les lèvres, orteils au niveau et les des angles. extrémités. En fait, au niveau des extrémités, c'est-à-dire beaucoup plus au niveau des angles. Maintenant, lorsqu'elle est importante, eh bien, ce sera au niveau gaieté le visage. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Et lorsqu'elle est importante, eh bien, elle sera vraiment évidente. Et ça signe généralement qu'il y a pas beaucoup d'oxygène dans l'organisme. Je vais vous montrer la photo. Regardez ici les doigts, comment ils sont bleuâtres. Donc, ils sont cyanosés. D'accord? Regardez ici, par exemple, les lèvres qui sont cyanosées. Et là, quand toute la personne est cyanosée, lorsque la cyanose, elle est vraiment, vraiment importante. Et donc, elle est évidente. Mais lorsqu'elle est discrète, vous recherchez, vous jetez un petit coup d'œil au niveau de ces angles. De toute façon, vous êtes obligé parce que vous allez rechercher un signe qui s'appelle l'hypocratisme digital. Ça se recherche au niveau des extrémités. Là, c'est au niveau des lèvres. Regardez, là, c'est tout rouge, c'est l'érythrose des pommettes. Et là, le sujet, il est complètement cyanosé. Donc, c'est la coloration bleu-violacée des téguments et des muqueuses en rapport avec la quantité absolue d'hémoglobine réduite du sang capillaire. Mais juste
juste un petit mot, c'est que cette cyanose, elle ne va pas apparaître lorsque le sujet est anémique. Généralement, la cyanose, comme vous l'avez très bien dit, lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Alors, chez les sujets qui sont anémiques, même s'il y a un manque d'oxygène, les sujets anémiques, il y a un manque d'hémoglobine. D'accord? Ce qui fait que je vous explique un peu de façon très, très simple. Alors, quand il y a une anémie, il y a peu d'hémoglobine, ce qui fait que le peu d'hémoglobine qui reste, le reste de l'hémoglobine va être saturé par le peu d'oxygène qu'il y a. Et donc, on n'aura pas une cyanose. Est-ce que vous avez compris ou pas? Non, maman. ما فهمتيش شوفي quand un sujet est normal il n'est pas anémique c'est-à-dire le taux d'hémoglobine est normal et il y a un manque d'oxygène ce qu'il va y avoir donc il va y avoir beaucoup d'hémoglobine qui ne seront pas fixées par l'oxygène c'est comme ça Oui. donc, et donc cette hémoglobine qui est réduite parce qu'elle n'est pas saturée en oxygène va vous donner la coloration bleu-violacée. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, un sujet qui est normal, qui n'est pas anémique, il a un taux d'hémoglobine normal. Mais il y a une hypoxie, il y a une hypoxémie, il y a, le taux d'oxygène est diminué, ce qui fait qu'il y a les hémoglobines vont être saturées par l'oxygène, mais il restera une certaine quantité d'hémoglobine qui ne sera pas saturée parce qu'il y a un manque d'oxygène. Est-ce que vous avez compris? Et ça va vous donner la coloration bleu-violacée. Maintenant, dans le cas où le sujet est anémique, et puis il y a une insuffisance respiratoire, donc il y a peu d'oxygène, donc il va y avoir un équilibre parce qu'il y a peu d'hémoglobine et peu d'oxygène. Le peu d'oxygène va lui suffire pour être saturé. Et donc, la coloration bleu-violet n'apparaîtra pas parce qu'il n'y aura pas d'hémoglobine réduite. Est-ce que vous avez compris? Oui, Mademoiselle, madame. Merci. je répète, ce n'est pas une faible affinité de l'hémoglobine vers l'oxygène, c'est qu'il n'y a pas, c'est que, il n'y a, c'est pas une question d'affinité, c'est pas une question d'affinité, c'est une question qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Retenez, oh, j'ai pas compris. Voilà, alors je reprends monsieur ou madame H. Quand le sujet n'est pas anémique, il y a un certain taux d'hémoglobine. Imaginez, voilà, il y a des globules rouges qui vadrouillent, etc. Il y a de l'hémoglobine. Imaginons la chose. Indique par exemple 10 hémoglobines. Schématiquement, 10 hémoglobines. Ou indique 3 oxygènes. Ces 3 oxygènes vont saturer combien d'hémoglobines? Ils vont saturer 3 hémoglobines. Ce qui fait que cette hémoglobine ne seront pas saturées, ne vont pas véhiculer de l'oxygène parce qu'il n'y en a pas. Et donc, les 7 machines qui ne véhiculent pas l'oxygène, donc on parle d'hémoglobine réduite. Et quand ça dépasse 5 grammes pour 100 millilitres, il y a une coloration bleu-violacée qui va apparaître. Maintenant, quand vous avez une anémie, c'est-à-dire, allez, par exemple, vous avez 3 hémoglobines ou 3 oxygènes. Les 3 hémoglobines vont être saturées par les 3 oxygènes. Et donc, vous n'aurez pas une hémoglobine réduite. Vous n'aurez pas de l'hémoglobine qui ne sera pas saturée par l'oxygène parce qu'il y en a peu d'hémoglobine, peu d'oxygène. Donc, ça leur suffit pour être saturé. Et donc, cela ne va pas vous donner. Chez un non-anémique, c'est une hypoxémie ou une hypoxie. Alors, Asnen, je vais finir avec le monsieur ou madame, mademoiselle H. Est-ce que vous avez compris? J'ai essayé un peu de schématiser. Imaginez 10 fragments, 10 fragments d'hémoglobine, 10 fragments d'hémoglobine, ou 3 fragments d'oxygène. Les 3 fragments d'oxygène, ils يروحوا à 3 fragments d'hémoglobine. تسمى يقعد لك 7
et fragments d'hémoglobine. Merci docteur, j'ai bien compris. Classe. Alors, maintenant pour la personne qui m'a parlé chez un non-anémique, c'est une hypoxémie ou une hypoxie. Alors, hypoxémie et hypoxie, ce n'est pas la même chose. Le sujet, quand un sujet qui n'est pas anémique, on parlera d'hypoxémie. Alors, l'hypoxémie, c'est quoi? C'est la diminution de la quantité d'oxygène dans le sang. C'est la diminution de quantité d'oxygène dans le sang. Par contre, l'hypoxie, c'est une souffrance tissulaire liée à un manque d'oxygène parce qu'il n'y a pas assez de transport d'oxygène. La quantité d'oxygène est liée de façon importante, est liée de façon normale, mais ما تلحقهاش les tissus. Et donc, ces tissus seront en hypoxie et non pas en hypoxémie. Et pourquoi il n'y aura pas d'oxygène au niveau des tissus? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine. C'est dans les cas d'anémie. Je ne sais pas ce que vous avez compris, mademoiselle Heath ou monsieur Heath. Alors, je reprends. Une hypoxémie, c'est une diminution de la pression, c'est-à-dire, madame, il y a une cyanose physiologique, oui, j'ai compris. Ça, vous revoyez avec les signes fonctionnels. Je ne vois pas, est-ce qu'il y a une cyanose physiologique? Pas à ma connaissance, hein, mademoiselle Sarah. Il y a pas de cyanose physiologique. Dans quel cas? Dans quel cas? C'est quand, par exemple, vous montez en altitude, mais ça vous donne, c'est pas une cyanose, vous allez avoir une érythrose des pommettes. À ma connaissance, il n'y a pas de cyanose physiologique, hein. Enfin, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais je ne sais pas, hein. Ou la قريتوها في les signes fonctionnels, je ne suis pas au courant. Moi, je ne connais pas de cyanose physiologique. Je sais qu'il y a une cyanose. Eh ben, c'est comme. Alors, soit quand il y a une diminution de la vascularisation au niveau des extrémités, ça peut vous donner une cyanose. ما non, madame, ما درناش. Donc, ما كاينش هذه السيانوس physiologique. Mademoiselle Sarah, وين قريتيها j'aimerais bien que vous parliez, que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous entendez par une cyanose physiologique. Ça, je m'adresse à mademoiselle Sarah. Alors, mais ça, non, d'accord, merci. Cyanose due au froid. Il dit que c'est pas en cas de traumatisme, c'est pas de cyanose qui se forme, non, c'est pas une cyanose. En cas de traumatisme, c'est Sharhilna Sarah. Alors, la cyanose en cas du traumatisme, c'est pas une cyanose, ça s'appelle un hématome. هذيك الزلوقية هذيك c'est un hématome. Ou mais au niveau des extrémités. Non, c'est un hématome. C'est une blessure au niveau vasculaire superficiel. C'est un hématome ou c'est une échymose. Mais chez cyanose, c'est pas du tout. اسمعوا يا تهضروا لي بالروبيه يا تهضروا لي بالعربيه انا هذا الفرنسي ارابيزي ما فهمت j'ai rien compris هاني انا je ne vais plus lire des trucs comme ça en français, français arabisé. Bah, je ne connais pas, je suis désolée, je vais perdre un temps fou, je ne sais pas quoi. Ou vous parlez français correctement, ou vous l'écrivez en arabe. Mais là, du français arabisé, la génération اللي بدأتوها خلونا نكملوا الكور exactement هكا كتبيها لي بالعربيه. Alors, je finis. Alors, pour cette cyanose liée au froid, c'est pas, c'est un truc beaucoup plus vasculaire. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, le syndrome de Raynaud qui se manifeste également. C'est une cyanose, il ne faut pas oublier, il y a la cyanose périphérique, il y a la cyanose centrale. Là, vous revoyez vos cours. Mais une cyanose comme ça liée au froid, physiologique, il n'y a pas une cyanose physiologique. Échymose suite à un traumatisme. Exactement. L'échymose qui est liée, ce n'est pas une cyanose, c'est soit un hématome, soit une échymose. Ce n'est pas du tout la même chose, hein. C'est quelque chose de cutané, c'est petit éclatement, des petits vaisseaux sous la peau, mais ça n'a rien à voir avec la cyanose. La cyanose, c'est quand il y a un manque d'oxygène. Quand il y a un manque d'oxygène, si la coloration bleuâtre va apparaître, c'est parce que l'hémoglobine, elle ne sera pas saturée en oxygène. Je vous ai dit juste une parenthèse que cette cyanose peut ne pas apparaître lorsqu'il y a en même temps une insuffisance en oxygène et en même temps une anémie. Voilà, donc il ne faut pas se dire c'est parce que je ne l'ai pas vu que voilà, il n'y a pas de cyanose. Recherchez
rechercher est-ce que le sujet n'est pas anémique. Bon, allez, je passe hein, sur la cyanose d'origine centrale et d'origine périphérique. Alors, la cyanose d'origine centrale, c'est une diminution de la saturation en oxygène de l'hémoglobine du sang artériel. Donc, comme je vous ai dit, c'est une hypoxémie. Elles sont secondaires aux divers mécanismes. Soit, par exemple, il y a un défaut d'apport dans les altitudes ou bien une atmosphère confinée, soit des troubles de l'hémostase d'origine parenchymateuse dans les bronchopneumopathie massives, dans les œdèmes pulmonaires, dans les fibroses pulmonaires. Dans les fibroses pulmonaires, pourquoi il y a un manque d'oxygène? Parce que qui dit fibrose, la membrane alvéolo-capillaire va s'épaissir et donc la pénétration de l'oxygène à travers cette membrane épaisse ne peut pas se faire. Et dans ce cas, quand vous faites votre gazométrie, quand vous mesurez l'oxygène dans le sang artériel, il sera abaissé et donc on parlera d'une hypoxémie. Attendez, oh là là, je vais charger mon PC, il va se décharger. Attendez 2 secondes. Les cyanoses peuvent être d'origine centrale ou d'origine périphérique. Alors, l'origine centrale, c'est quand il y a, par exemple, il y a un défaut d'apport d'oxygène, surtout dans les altitudes. Il y a un trouble d'hémostase, il y a une obstruction des voies aériennes. Alors, je disais donc, est-ce que les cyanoses... C'est quoi ce bidule, Khorjénéa? C'est pas moi, ça. Il y a quelqu'un qui est en train de... C'est quoi ce trait jaune et rouge? Et que la cyanose, elle peut être d'origine centrale ou périphérique, donc on passe à... celle qui est d'origine périphérique, généralement c'est dû à un ralentissement de la circulation dans les capillaires. Oh là là. Il est déjà 21h, vous devez être crevé et moi aussi, il me reste beaucoup de choses à faire. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, alors, on a dit les cyanoses d'origine centrale et d'origine périphérique. Alors, les cyanoses d'origine centrale, c'est quand il y a une obstruction, par exemple une obstruction au niveau des branches, etc. Pourquoi ça va vous donner une cyanose? Parce que quand il y a une air, il ne peut pas pénétrer. Quand on inspire, il y a de l'oxygène qu'on ramène dedans. Imaginez, vous avez une obstruction au niveau bronchique, et donc l'air ne peut pas rentrer, et ce qui fait que l'oxygène ne peut pas arriver au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, et donc le sang artériel sera diminué en oxygène. Vous allez avoir une hypoxémie. Et qui dit hypoxémie à la langue, ça peut entraîner une cyanose. Donc, ce n'est pas obstruction, c'est une inadéquation du rapport ventilation-perfusion. La perfusion, la circulation, elle est normale, sauf que la ventilation n'est pas assurée. Pourquoi? Parce qu'il y a une obstruction bronchique. Imaginez la chose, il y a un obstacle au niveau des branches, la respiration, l'inspiration, quand on inspire, l'air ne pénètre pas très très bien, et ce qui fait qu'il va y avoir un défaut d'apport d'oxygène. Il y a un défaut d'apport d'oxygène, et par conséquent, quand vous faites une gazométrie, quand vous mesurez l'oxygène dans le sang artériel, celui-ci va être abaissé, et par conséquent, vous allez avoir une hypoxémie. Et de 1. Et 2, d'origine centrale, c'est quand il y a un shunt artério-veineux, c'est tout ce qui est, par exemple, les cardiopathies congénitales cyanogènes, c'est quand le foramen ovale, il est ouvert, il est perméable. Qu'est-ce qu'il y a encore? Lorsque la membrane alvéolo-capillaire, là où il y a les échanges alvéolo-capillaires est épaissi, c'est dans le cadre de fibrose, et donc l'oxygène ne va pas diffuser dans cette membrane, et donc dans le sang artériel, il va y avoir peu d'oxygène, et donc vous allez avoir une hypoxémie. Et par conséquent, on peut avoir également une cyanose. Ça, c'est d'origine centrale. L'origine périphérique, c'est quand il y a un ralentissement de la circulation dans les capillaires périphériques. Cela va entraîner une stase locale avec une désaturation en oxygène de l'hémoglobine du sang veineux. Alors, le cyanose d'origine périphérique s'accompagne d'un refroidissement cutané. Ce sont des cyanoses qui sont dites
froide. Et dans quel cas on peut observer cela? Dans les insuffisances cardiaques globales, dans l'insuffisance, dans le syndrome de Raynaud. Syndrome de Raynaud, c'est une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire les vaisseaux au niveau des extrémités, que ce soit les doigts ou les orteils, il va y avoir une vasoconstriction, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de leur diamètre, et donc ça va entraîner une cyanose parce que mais il حقش الدم mais il حقش الدم تما, et donc il va y avoir une coloration violacée des doigts et des orteils avec un refroidissement. La même chose, le syndrome cave, quand il y a une compression de la veine cave supérieure, il va y avoir un refroidissement, voire même un cyanose de toute la racine du membre, et certaines prises également d'intoxication. Donc, vous avez une cyanose centrale, c'est parce qu'il y a un manque d'oxygène, soit un manque d'apport d'oxygène, ou bien au niveau des échanges alvéolo-capillaires, ou alors les cyanoses d'origine périphérique s'accompagnent d'un refroidissement parce qu'il y a un rétrécissement au niveau vasculaire périphérique, et donc ce sont des cyanoses qui sont dites froides. Et puis vous pouvez avoir une cyanose mixte, c'est-à-dire à la fois centrale et à la fois périphérique, et ça c'est dans l'insuffisance cardiaque droite ou bien dans le cœur pulmonaire chronique. Le cœur pulmonaire chronique, c'est toutes les pathologies respiratoires chroniques. Lorsqu'elles sont maltraitées, elles évoluent vers un cœur pulmonaire chronique, et c'est beaucoup plus, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque droite, c'est-à-dire il va y avoir des œdèmes des membres inférieurs, il va y avoir un reflux hépatojugulaire, il va y avoir une hépatalgie, une hépatomégalie de surcharge, etc., etc. C'est pour ça que devant toute maladie respiratoire chronique, il faut rechercher est-ce qu'il y a ou il n'y a pas une évolution vers un cœur pulmonaire chronique. À l'inspection, comme signe extrathoracique que vous devez rechercher, c'est l'hypocratisme digital. C'est quoi l'hypocratisme digital? C'est une déformation des extrémités des doigts qui associe une hypertrophie de la pulpe des dernières phalanges qui sont élargies en baguette de tambour et une incurvation inguale, longitudinale et transversale, d'où l'aspect des angles en verre bombés, regardez, en verre de montre. Ça, c'est un doigt normal. Regardez, quand vous voyez comme ça de profil, chauffez l'angle, il n'est pas bombé. Regardez ici, il y a un discret hypocratisme digital. L'angle commence déjà à se bomber, et là, c'est carrément un hypocratisme digital important. Il y a une hypertrophie de la dernière phalange. Regardez, c'est ce qu'on appelle les baguettes de tambour. Donc, voilà l'hypocratisme digital. Et vous le recherchez. Ça fait partie de l'examen physique de l'appareil respiratoire. Donc, la cyanose et l'hypocratisme digital. Donc, ça, c'est un doigt normal. Il y a un discret. Vous voyez la montre là qu'on met au niveau de la main, au niveau du poignet, elle est généralement la surface là où il y a le verre, c'est généralement bombé. Et c'est ce qui donne un hypocratisme, pas uniquement dans les pathologies respiratoires, ça peut s'observer dans d'autres manifestations. Donc, l'hypocratisme digital, alors signe quoi? Il signe une hypoxie, non pas une hypoxémie, une hypoxie chronique, c'est-à-dire une souffrance tissulaire par défaut d'oxygène, par défaut d'apport d'oxygène. Donc, vous avez une hypoxémie chronique. Il apparaît au-delà de 6 mois d'évolution d'une hypoxie chronique. Il est alors toujours associé à une cyanose et parfois à une polyglobulie. Cette polyglobulie, c'est-à-dire une hématocrite qui est supérieure à 55%, elle se manifeste cliniquement par une érythrose. Vous trouvez beaucoup les sujets qui vivent en altitude dans les montagnes hautes, ça, c'est lié à une hypoglobulie qui va vous donner une érythrose parce que dans les fortes altitudes, il y a un manque d'oxygène. Ça, c'est tout à fait normal. Et ça se manifeste. Et ce manque d'oxygène, va y avoir un phénomène compensateur, c'est la polyglobulie, qui va donner cliniquement une érythrose, le plus souvent une érythrose des pommettes. Quelles sont les étiologies ou les causes de cet hypocratisme? Alors, vous avez dans les cancers bronchiques
on peut observer l'hypocratisme digital, alors qu'il peut être soit associé, soit isolé, soit associé à d'autres signes et dans ce cas, qui réalisent plutôt le syndrome de Pierre-Marie, qui associe par exemple un hypocratisme digital, un syndrome articulaire des poignets et des chevilles, avec un épaississement du périos. Quand on fait la radio désolant, au niveau du périos, il va y avoir un épaississement. Et ça, donc, c'est ce syndrome qui associe l'hypocratisme, le syndrome articulaire, c'est-à-dire des douleurs au niveau des poignets et des chevilles, avec un épaississement, c'est le syndrome de Pierre-Marie. Donc, l'hypocratisme lié au cancer bronchique. Les autres étiologies de l'hypocratisme digital, ça peut s'observer également dans les dilatations de branches. Les dilatations de branches, si elles peuvent être acquises ou congénitales, ce sont les branches qui sont dilatées de façon anormale. Le plus souvent, lorsqu'elles sont acquises liées à des infections de la petite enfance maltraitée, ou alors comme séquelles de tuberculose. Et dans ce cas, il va y avoir une dilatation irréversible des branches avec une disparition des cils vibratiles, avec accumulation des sécrétions. Et ça va vous donner à la langue un hypocratisme. L'hypocratisme digital va s'observer également dans la fibrose pulmonaire qui signe un état d'hypoxie chronique en fait. Mais également, il peut s'observer dans certaines maladies extrapulmonaires telles que l'endocardite, la cardiopathie congénitale cyanosante, la rectocolite, la maladie de Crohn, l'hépatite. Et là, il ne faut pas se dire c'est automatiquement c'est le poumon. Ça peut être le poumon, mais s'il n'y a pas de poumon, c'est-à-dire il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de bronchopathie, favorise un peu un état de diminution d'oxygène, il faut penser à d'autres manifestations extra-thoraciques qui peuvent s'accompagner également de l'hypocratisme, c'est dans la cirrhose, dans les cancers digestifs, etc., etc. Et puis à l'inspection, vous allez rechercher le syndrome de Claude Bernard Horner, qui associe, et généralement ce syndrome, on l'observe dans les tumeurs de l'apex, ce qu'on appelle le syndrome CAV, et les tumeurs de l'apex, c'est le pemphigocytobias. L'apex pulmonaire, c'est les tumeurs de pemphigocytobias. Qu'est-ce qu'il associe le syndrome de Claude Bernard Horner? Il va y avoir un rétrécissement de la fente palpébrale, donc il y a un ptosis, c'est-à-dire il y a la chute de la paupière supérieure. Vous allez avoir une énophthalmie, c'est-à-dire il y a le globe oculaire qui rentre à l'intérieur par opposition à l'exophthalmie. L'exophthalmie qui تكون العين خارجة بزاف, l'énophthalmie qui تكون العين داخلة بزاف. Donc l'énophthalmie, c'est l'enfoncement du globe oculaire dans l'orbite, c'est enfoncé. Et puis, il va y avoir un myosis, c'est une diminution du diamètre de la pupille. Donc, ptosis, myosis et énophthalmie, c'est un syndrome qui est en rapport avec une compression du sympathique cervical, du nerf sympathique, et qui, comme je vous ai dit, et qui peut être dû à une tumeur du sommet. C'est une tumeur de l'apex, et on appelle ça le pemphigocytobias. Attendez, je vais vous montrer l'image. Voilà. Voilà le syndrome de Claude Bernard Horner. Ça, c'est un œil normal. Vous avez une chute de la paupière. Vous avez le globe oculaire qui est enfoncé. Donc, c'est une énophthalmie. Alors, quand vous voyez ça, vous avez l'impression que l'œil, c'est-à-dire une exophthalmie. En fait, non. C'est parce que cet œil, le globe oculaire de cet œil est enfoncé. Et regardez le myosis. Le myosis, c'est une diminution du diamètre de la pupille. Regardez la pupille à ce niveau par rapport à celle-là. Donc, ptosis, myosis et énophthalmie, c'est le syndrome de Claude Bernard Horner. C'est lié à une compression du sympathique cervical, le plus souvent observé quand il y a une tumeur de l'apex, c'est-à-dire du sommet pulmonaire. C'est le syndrome, ce qu'on appelle de pemphigocytobias. Donc, voilà le syndrome de Claude Bernard Horner. Ptosis, myosis et énophthalmie. Ptosis, c'est la paupière qui est abaissée. Myosis, regardez le diamètre de la pupille. Et énophthalmie, c'est le globe oculaire
qui rentrent dans l'orbite. Et puis, là, on a fini avec l'inspection. Donc, si je récapitule, vous voyez l'état des téguments. Est-ce qu'il y a des cicatrices? Est-ce qu'il y a un angiome stellaire? Est-ce qu'il y a, vous allez voir également, est-ce qu'il y a une gynécomastie? Est-ce qu'il y a un tirage? À l'inspection, vous allez apprécier le thorax, des modifications pathologiques du thorax, en sachant qu'un thorax normal chez un adulte, il est elliptique, chez un enfant, il est cylindrique, que dans la déformation, on peut avoir une scoliose, on peut avoir une kyphose, on peut avoir un thorax en bréché, en entonnoir, en tonneau, etc. Vous allez apprécier également à l'inspection la fréquence respiratoire. C'est en voyant le mouvement de la cage thoracique. La fréquence normale, elle est de 14 à 22 chez l'adulte et elle est de 20 à 30 chez l'enfant et le nourrisson. Donc, soit vous calculez le nombre de fois où le thorax se soulève, donc soit vous comptez l'expiration, soit l'inspiration. Mais le plus souvent, c'est l'inspiration, parce que l'inspiration, c'est un geste actif. Par contre, l'expiration, c'est un geste passif. Mais c'est l'un ou l'autre. Il ne faut pas que vous soyez perturbé. Donc, vous regardez le nombre de fois où le thorax se soulève et vous comptez. Et normalement, en une minute, vous allez faire entre 14 et 22. Si vous dépassez le 22, c'est que le sujet, il est généralement polypléique. Et quand ça s'élève soit quand il fait de la fièvre, ou lorsqu'il y a une gêne respiratoire, ou alors quand il y a un effort. Alors, quand il y a une augmentation de la fréquence respiratoire, on parle d'une polypnée, et quand il y a une diminution de la fréquence respiratoire, on parlera dans ce cas d'une bradypnée. Alors, la respiration chez la femme, elle est de type costal parce qu'à chaque inspiration, il y a les seins qui se soulèvent. Par contre, chez l'enfant et l'homme adulte, c'est une respiration de type diaphragmatique, c'est-à-dire à chaque inspiration, il y a le ventre qui est gonflé. Qu'est-ce qu'il y a également? Vous allez rechercher les signes extrathoraciques tels que la cyanose, la cyanose, l'hypocratisme digital et le syndrome de Claude Bernard Horner. Et donc, vous avez fini, quand vous faites ça, vous avez fini la période d'inspection, vous allez passer à la palpation. Est-ce que vous m'entendez? Eh oh! Allô? Allô? Oui, docteur, on est là. Ah, très bien, parce que là, chez moi, comme quoi qu'il n'y a pas d'Internet, j'avais peur que, voilà, je parle dans le vide. À l'inspection, c'est le deuxième temps de l'examen physique. Alors, l'inspection, c'est-à-dire que vous allez poser carrément votre main sur le thorax. Alors, vous posez vos mains, c'est quand vous voyez quelque chose. Par exemple, vous voyez, il y a une tuméfaction au niveau soit de la face antérieure du thorax ou de la face extérieure. Quand il y a une tuméfaction pariétale, vous allez apprécier cette tuméfaction. Soit, s'il vous plaît. Donc, vous allez apprécier quand vous allez poser les mains, mais je ne palper qui l'abdomen. Une tuméfaction, vous devez apprécier les caractéristiques de cette tuméfaction, c'est-à-dire sa consistance. Est-ce que c'est une tuméfaction qui est dure ou alors elle est molle? Est-ce que cette tuméfaction est fixée au plan profond ou au contraire elle est fixée au plan superficiel? Est-ce qu'elle a une surface libre, une surface dure? Est-ce qu'elle est rénitente, etc. Ça, c'est quand vous voyez une tuméfaction, c'est-à-dire haja kharja, pas normal au niveau du thorax, vous essayez de la palper. Donc, vous avez une tuméfaction. Vous allez, par exemple, en touchant, vous allez apprécier s'il y a un emphysème sous-cutané. L'emphysème sous-cutané, ça se fait généralement dans la région à la base du cou. Vous allez, quand vous touchez, généralement, ça signe qu'il y a de l'air dans les tissus cutanés qui peut s'observer, par exemple, à la suite d'un traumatisme thoracique ou alors quand on place un drap. Quand on place un drap, des fois, l'air يخرج de la cavité pleurale et il va s'infiltrer dans le tissu cutané et sous-cutané, et quand vous le palpez, vous allez sentir comme quelque chose qui crépite, dans une poêle, donc comme si ça crépitait. Et ça, c'est un emphysème sous-cutané qui signe qu'il y a de l'air dans le tissu cutané. Vous allez également, comme je vous ai dit tout à l'heure, apprécier la fréquence respiratoire. Soit, je vous ai dit, à l'inspection, vous allez compter
le nombre de soulèvements ou carrément, vous posez votre main bien à plat sur le thorax, se soulève en 1 minute. Normalement, vous allez trouver 15 à 22 cycles par minute, donc soulèvement par minute chez l'adulte. Et vous allez trouver chez l'enfant cette fréquence respiratoire de 22 à 30 minutes. Et bien sûr, vous allez comparer par la palpation l'ampliation thoracique à l'inspiration. Parfois, quand il y a un pneumothorax, quand vous lui demandez d'inspirer, ou alors quand il y a une atélectasie, quand vous demandez d'inspirer, vous avez vos mains bien à plat, vous allez voir qu'il y a un thorax qui se soulève par rapport à l'autre. Et donc, il y a une diminution de l'ampliation thoracique. Et surtout, à la palpation, vous allez apprécier les vibrations vocales. Les vibrations vocales, c'est-à-dire que vous vous mettez derrière le patient, et vous posez vos mains bien à plat dans les espaces intercostaux et vous allez demander au patient de répéter le chiffre 33 ou 44 en arabe. Et quand vous posez vos mains de bas en haut, par derrière, de bas en haut, tout en montant vos doigts dans les espaces intercostaux, en lui demandant de répéter le mot, soit 33, donc il y a le roulement des airs, ou alors 44, les vibrations vocales vont être transmises à la pulpe de vos doigts et vous allez les percevoir. Et quand il y a une diminution, quand je vous ai dit, vous devez examiner ça de façon bilatérale et symétrique, et quand il y a un épanchement pleural ou quand il y a un pneumothorax, il va y avoir une abolition des vibrations vocales du côté atteint. Et quand il y a, par exemple, quand il y a une pneumonie, et bien, quand vous allez quand vous allez faire vos palpations, vous allez demander de répéter le chiffre 44 ou 33, et 44 en arabe et 33 en français, et bien, cela sous-entend qu'il y a une condensation et donc une atteinte parenchymateuse. Et vous le faites de façon bilatérale et symétrique. Donc, je répète comment on fait la palpation pour apprécier les vibrations, ce que je vous ai dit, 44 et 33. Vous allez voir, c'est-à-dire vous vous mettez derrière le patient, vous mettez vos doigts bien écartés, les doigts comme bien écartés, vous les posez à la base du thorax par derrière, dans les espaces intercostaux, mais je suis sur les côtes, dans les espaces intercostaux, parce que si vous les mettez sur les côtes, les vibrations, les côtes vont gêner la transmission des vibrations vocales. Donc, vous mettez dans les espaces intercostaux, vous demandez aux patients de répéter soit le chiffre 44 en arabe ou 33 en français, et vous faites ça de la base jusqu'au sommet. Mais je suis dans un seul endroit, de la base jusqu'au sommet, avant de demander un examen, avant de demander une radiographie du thorax, vous pourriez savoir est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de diminution. S'il y a une diminution des vibrations vocales d'un côté par rapport à l'autre, c'est que soit il y a un épanchement pleural liquidien ou bien un épanchement pleural aérien. Et s'il y a une augmentation des vibrations vocales d'un côté par rapport à l'autre, c'est que par rapport à l'autre. Donc voilà, une augmentation, c'est comme je vous ai dit. Et la palpation également, vous finissez toujours par, quand vous faites la palpation, vous finissez toujours par examiner les creux susclaviculaires et la région axillaire à la recherche d'adénopathie. Ça, c'est systématique, ça fait partie du thorax. Donc, à la palpation, s'il y a une tuméfaction, c'est-à-dire une tuméfaction, le thorax, vous devez la palper pour apprécier sa consistance, sa mobilité, son volume, sa surface, son adhérence en plan profond, en plan superficiel. Est-ce qu'elle est molle? Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est chaude? Etc., etc. La palpation, ça sert également, c'est pour apprécier l'ampliation thoracique, ou bien pour calculer la fréquence respiratoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit juste comme ça à l'inspection, ou au contraire, vous posez votre main bien à plat sur le thorax et vous allez compter le nombre de soulèvements thoraciques et vous finissez bien sûr par apprécier les vibrations vocales. Normalement, chez un sujet en dehors de toute pathologie, quand vous posez
poser votre doigt, vous allez les percevoir de façon bilatérale et symétrique. S'il y a un épanchement pleural liquidien ou aérien, il y a une diminution, voire même une abolition du murmure vésiculaire d'un côté par rapport à l'autre. Et s'il y a une condensation, c'est-à-dire un parenchyme, s'il y a quand il y a une pneumonie, par exemple, eh bien, vous allez avoir une exagération des vibrations vocales. Donc, on a fini avec la palpation, avec le temps de palpation. On va passer au temps de la percussion. La percussion, c'est-à-dire, on percute comment vous devez percuter, soit de façon directe, c'est-à-dire avec les doigts qui sont au niveau du thorax, ou maintenant carrément non, c'est-à-dire au niveau, et vous faites toujours de façon bilatérale et symétrique. Pour les droitiers, les gens qui écrivent et qui mangent avec la droite, la main droite, vous les recourbez comme ça, comme فراني هنا اكتبوا دوكا على روحكم ما شرقتش ما شاركتش fatigué hein, c'est pas donc je disais est-ce que vous m'entendez là c'est bon est-ce que vous voyez l'écran Oui, madame. d'accord alors la percussion comme je vous ai dit il faut percuter alors de façon schématique, je vous ai dit, les mains, vous avez la main gauche pour les droitiers, par exemple, comme moi. La main gauche, je la mets bien à plat au niveau des espaces, de l'espace intercostal, les doigts écartés. Et avec ma main droite, dont les doigts sont recourbés, je tape. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu indirect. Et là, vous allez apprécier la sonorité. Et donc, ce cas, quand le poumon il y a de l'air au niveau des poumons, quand vous allez faire votre percussion, vous allez percevoir quelque chose de sonore. Alors, il y a une diminution de alors, vous allez percevoir une matité ou alors une exagération de la sonorité. Quand vous percutez, là, ça paraît un peu schématique, il faut le pratiquer. Faites-le sur vous-même. Appréciez la percussion normale. Et si un jour vous êtes en 4e année et que vous allez voir un épanchement pleural aérien ou liquidien, vous allez mieux comprendre. Quand il y a un épanchement pleural liquidien, c'est-à-dire une pleurésie, quand vous allez percuter, parce que vous allez le faire de façon bilatérale et symétrique, c'est-à-dire vous allez percuter le poumon droit, l'hémithorax droit, et puis vous allez percuter l'hémithorax gauche, n'est-ce pas? Quand il y a une matité à droite, quand il y a un épanchement pleural à droite, quand vous allez percuter, vous allez sentir une matité. وش معناتها une matité? Prenez quelque chose, par exemple, un truc creux, وعمريه par exemple بالقطن. كتضلي تضربي فيه ماشي كيف كيما الدربوكه حاجه فارغه. Donc c'est ça le son mat. C'est comme si vous tapez sur quelque chose qui est rempli par quelque chose, par exemple de l'eau, etc. Par contre, une hypersonorité, c'est-à-dire qu'il y a une exagération de l'air. C'est comme si vous tapez à qui qui est creux. Alors ça, c'est une hypersonorité et on observe généralement quand il y a un pneumothorax. Donc voilà, une hypersonorité ou une matité. Alors la matité, c'est quand il y a un épanchement pleural liquidien, une hypersonorité, et on parlera dans ce cas de tympanisme.
quand il y a un épanchement pleural aérien, c'est-à-dire un pneumothorax. Alors, selon la région, il existe des zones physiologiques de matité. Ben, la matité hépatique, splénique et cardiaque, et des zones physiologiques d'hypersonorité telles que le tympanisme dans l'espace correspondant à l'air gastrique, à l'angle colique gauche. C'est-à-dire, le tympanisme, c'est quand il y a une hypersonorité, c'est comme si vous tapez quelque chose de creux, une matité qui voilà, c'est quelque chose de mal par rapport à quelque chose de creux qui est rempli de l'air. Donc voilà en fait alors, les modifications pathologiques de la matité dans les penchements, en fait c'est ça, un penchement pleural ou alors vous avez une submatité. Le tympanisme, c'est quand il y a une exagération et ça s'observe dans l'épanchement pleural. Le scodisme, c'est un bruit vibrant obtenu en percutant le thoracique dans la région susclaviculaire et qui correspond au sommet du poumon, situé au-dessus d'un épanchement pleural et liquidien. C'est quand il y a un épanchement pleural. Alors, ce que vous percevez après, c'est dans la région susclaviculaire de scodisme. Donc, la percussion, il n'y a pas grand, soit une sonorité étouffée, donc c'est une matité, ou alors une hypersonorité. Alors, à l'état normal, vous allez entendre ni matité ni hypersonorité. Non, à l'état normal, vous allez entendre une sonorité. D'accord? Parce que l'air, le poumon est rempli d'air. D'accord? Une matité, une hypersonorité. Donc, vous allez entendre la sonorité, mais là où il y a le pneumothorax, la sonorité que vous allez percevoir, entendre, elle sera beaucoup plus importante. Parce que quand il y a le poumon normal, il y a du parenchyme, il y a de l'air. Donc, c'est quelque chose de sonore. Mais quand il y a une hypersonorité, et dans ce cas, on parlera de tympanisme, c'est quand il y a uniquement de l'air. Et dans l'épanchement pleural aérien, c'est la présence d'air dans la cavité pleurale. Lorsque l'épanchement pleural il est important, il n'y a plus de poumon, le poumon va se décoller, il va se ratatiner, et il n'y aura que l'air contenu dans l'espace pleural, et donc ça va sonner beaucoup plus creux. Là, ça paraît un peu, moi aussi, j'arrive à vous entendre, j'arrive pas à vous entendre. C'est à moi que vous parlez, mademoiselle Zared. Mademoiselle Zared, est-ce que c'est à moi que vous parlez? Vous m'entendez pas là? Allô? Ça marche bien, docteur, moi aussi. Je sais pas, mademoiselle Sarah, peut-être vous m'entendez pas, je sais pas, ça doit venir de chez vous, hein. Problème de connexion. Mais chez Neya, hein, on vous entend. Ah, très bien. On peut, on vous entend bien. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? On peut terminer? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? L'état normal, on peut. Le docteur, sans, je sais pas quoi, on me fait un test, scodisme. On peut terminer l'auscultation de... Ah ben non, hein? Ah non, mademoiselle Marie, elle est super crevée. Elle dit, comme tenir droit. Impossible. Ça, déjà comme ça que j'ai raté pas mal de choses. Il y a un petit problème de connexion. Je suis désolée pour les restes qui m'entendent. Je voulais vous faire le cours à midi le mardi passé. C'est pas de ma faute, hein. C'est parce qu'on n'a pas été averti par ce cours, ni par la réponse. Il ne reste pas grand-chose, hein. Il reste pas grand-chose. Et donc, alors je disais, l'auscultation immédiate, c'est quand vous posez votre oreille carrément sur le thorax, mais on ne le fait plus, hein. Ça, c'est vraiment quand vous n'avez pas de stéthoscope. Sinon, ça se fait à l'aide d'un stéthoscope. Alors, vous allez ausculter. Quand vous auscultez, c'est toujours de façon bilatérale et symétrique. Alors, les zones de projection stétacoustique des différents lobes, par exemple, si vous voulez ausculter les lobes inférieurs et la droite et gauche, vous allez ausculter par derrière dans la région dorso-lombaire. Si vous voulez ausculter le lobe moyen droit
et la lingula à gauche. Si vous allez placer votre stéthoscope, parce que le lobe moyen est de situation antérieure. Le lobe inférieur droit et gauche sont de situation postérieure, c'est-à-dire par derrière. Et donc, quand vous posez votre stéthoscope dans la région dorso-lombaire, c'est ce que vous êtes en train d'ausculter, c'est les lobes inférieurs droit et gauche parce qu'ils sont de situation postérieure. Mais si vous voulez percevoir le lobe moyen droit et la lingula qui se trouve à gauche, ces deux lobes se projettent. Et donc, vous allez mieux les percevoir, les ausculter. Pour ce qui est des lobes supérieurs gauche ou droit, eh bien, vous allez les ausculter en mettant votre stéthoscope dans la région sus et sous-claviculaire en avant et dans les fosses sus-épineuses en arrière. Donc, je reprends. Vous avez les poumons, le poumon droit et le poumon gauche. Dans les poumons droit et gauche, ce n'est pas une surface plane, c'est une surface un peu cubique. Donc, il y a une partie antérieure, il y a une partie postérieure. La partie postérieure, c'est tout ce qui est le lobe inférieur et une partie du lobe supérieur, parce que le lobe supérieur se divise en 3 segments. Il y a un segment postérieur. Le lobe moyen dans le poumon droit se projette en antérieur, alors qu'à gauche, vous avez le lobe supérieur et le lobe inférieur. Le lobe inférieur, il est de situation postérieure et le lobe supérieur, il est de situation généralement antérieure. Alors, si vous voulez percevoir, quand vous mettez votre stéthoscope par derrière dans la région dorso-lombaire, vous êtes en train d'explorer, d'ausculter les lobes inférieurs droit et gauche. Quand vous posez vos stéthoscopes dans la région sous-mamelonnaire droite et gauche, vous êtes en train d'ausculter le lobe moyen à droite et la lingula à gauche. Et quand vous posez votre stéthoscope dans les régions sus et sous-claviculaires, là, vous êtes en train d'ausculter le lobe supérieur, également, parce que je vous ai dit, les lobes supérieurs, ils ont des segments qui se projettent en antérieur, mais ils ont également des segments qui se projettent en postérieur, et dans ce cas, la partie sus-épineuse, c'est-à-dire sus-épineuse, c'est au niveau des, un peu les omoplates, là, et dans ce cas, vous êtes en train d'apprécier les lobes supérieurs. J'espère que vous avez compris. Donc, dorso-lombaire, c'est les lobes inférieurs droite et gauche. La région sous-mamelonnaire, c'est surtout le lobe moyen et la lingula. Et puis, vous avez les lobes supérieurs, s'apprécie mieux quand vous posez un stéthoscope dans les régions sus et sous-diaphragmatiques. C'est là où il y a les sommets. Et dans la ligne des épineuses, sus-épineuses, c'est pour le lobe toujours supérieur parce qu'il renferme des segments qui se projettent en postérieur. Alors, qu'est-ce qui est sur la grande partie, on perçoit le mur. Alors, à l'auscultation, vous allez percevoir le murmure vésiculaire. Ça vous paraît du charabia, mais prenez un stéthoscope et faites l'examen avec vos frères et vos sœurs. Et c'est comme ça que vous allez mieux apprécier parce que l'auscultation, ça s'écoute. C'est pas quelque chose exactement comme les vibrations, ça s'entend. Donc, il faut le faire sur un sujet normal avant de le faire sur un sujet pathologique. Donc, le murmure vésiculaire, alors quand je vous dis le murmure vésiculaire, c'est un bruit de faible intensité, de timbre doux, humé, c'est un truc limite, c'est de la philosophie. Donc, vous auscultez, vous mettez votre stéthoscope un découlé sur votre soeur ou votre frère ou vos parents, et vous allez apprécier, vous allez leur demander de respirer normalement ou bien de respirer par la bouche, les inspirations et expirations, et le bruit que vous allez percevoir, c'est ça ce qu'on appelle le murmure vésiculaire, c'est un bruit qui est fin, qui est doux. Alors, parfois, il y a une abolition du murmure vésiculaire et
s'observe généralement quand il y a un épanchement pleural liquidien, quand il y a un épanchement pleural aérien, il y a une nappe, lorsque le thorax est dit, il faut s'écouter, il faut... Donc, c'est ça le murmure vésiculaire, soit égal, vous pouvez retrouver des râles, là c'est quand il y a une disparition, une diminution, vous pouvez retrouver des souffles, hein, vous pouvez retrouver des souffles qui peuvent être soit inspiratoires ou expiratoires, là il faut les percevoir. Il faut d'abord écouter ce que c'est qu'un murmure vésiculaire pour pouvoir le différencier d'un souffle. Et ça s'écoute. J'ai beau vous expliquer, si vous l'avez pas écouté, c'est comme si vous n'allez pas comprendre. Donc, le souffle qui va remplacer un peu le murmure vésiculaire, c'est-à-dire que le mécanisme, c'est une transmission anormale du bruit glottique vers des ondes de la paroi thoracique où normalement il ne peut pas être audible. C'est quelque chose à un certain endroit où alors que normalement on n'entend pas de souffle. Il n'y a pas de souffle à l'inspiration ni à l'expiration. Et parfois, ça remplace le murmure vésiculaire. Ça peut orienter vers telle pathologie pleurale ou parenchymateuse. Alors ça, je ne vais pas vous lire, hein, ça, franchement, c'est le souffle tubaire, bruit surage. Là, vous l'apprenez, mais je ne vais pas le lire. Ça, c'est parce que c'est un souffle doux, voilé, lointain, de tonalité élevée. Et c'est du ça, il faut l'entendre, etc. Donc, le souffle tubaire, le souffle pleurétique, la différence, est-ce qu'il est exagéré ou est-ce que, voilà, vous avez le souffle amphorique. Donc, les signes auscultatoires anormaux, ce sont soit les souffles, soit des râles. Alors, soit des râles bronchiques, des râles sibilants, des râles ronflants, des râles sibilants. Et encore là, je peux vous les expliquer. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez entendu des sujets, des asthmatiques en pleine crise. Quand ils sont en crise, les sibilants, c'est un sifflement que vous allez ausculter, que vous allez percevoir à l'auscultation. Et pourquoi il y a ce sifflement? C'est parce qu'il y a un bronchospasme, parce que le calibre des branches a diminué. C'est comme si vous respirez, vous expirez dans un tuyau qui s'est réduit de calibre. Et ça va faire un sifflement. C'est ça les râles sibilants. Les râles sibilants parce que le calibre des branches a diminué. Par contre, les râles ronflants, vous avez d'accord? C'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, ce sont des râles ronflants. C'est comme si quelqu'un qui ronflait, simplement qui a mettre comme ça de loin, qui traite le stéthoscope, vous allez entendre des râles ronflants. Alors, des râles bronchiques, c'est provoqué par la vibration de la colonne d'air à travers une branche rétrécie ou enflammée. En fait, voilà, parmi les râles bronchiques, soit c'est des râles ronflants, soit ce sont des râles sibilants. Retenez, les râles sibilants s'observent généralement dans la crise d'asthme. Ça s'observe également dans les bronchites chroniques obstructifs en exacerbation. Et donc, c'est comme un sifflement que vous allez percevoir et puis, ça s'accompagne. Je ne sais pas si quand vous caressez les chats, vous percevez comme un ronronnement. Et bien, c'est ça qu'on appelle également les sibilants. Ça ressemble à un miaulement de chat. Alors, soit c'est un sifflement, et donc c'est à travers une branche rétrécie, ou alors comme un chat qui miaule. Hein, quand vous le percevez comme ça, c'est comme un chat, ça sont des râles sibilants. Les râles ronflants, ils ont un timbre beaucoup plus grave et qui ressemble à un ronflement nasal. Généralement au niveau des branches de gros calibres, et ça s'observe dans la bronchite aiguë. Là, il faut les percevoir. Hein. Alors, vous avez également les râles crépitants. Les râles crépitants, ça s'observe quand il y a une atteinte parenchymateuse.
Alors que les râles ronflants et sibilants, c'est quand il y a une atteinte bronchique, soit les comblis de sécrétion dans la bronchite, soit il y a une diminution du calibre en cas de bronchospasme, dans la crise d'asthme par exemple. Mais les râles crépitants, c'est comment vous allez les percevoir. Et prenez par exemple une poêle مقلة وخلوها تسخن فوق النار وارمي لها الملح شفتي داك الصوت اللي يدير c'est ça les râles crépitants. Et quand il y a des râles crépitants, ça signe une atteinte parenchymateuse. Alors quand il y a des râles crépitants qui sont bilatérales et diffuses, vous les voyez par exemple dans la fibrose pulmonaire ou bien dans l'œdème aigu du poumon, ce sont des râles en marée montante, c'est-à-dire la base ou le sommet. Mais quand il s'agit des râles crépitants qui sont localisés, généralement vous les percevez quand il y a une pneumonie. Voilà, alors attendez, donc c'est pas à retenir. Le son catastrophe. Alors, le son catastrophe, c'est pas moi. Donc, c'est pas à retenir. Non, c'est à retenir pour vous. Le HA, c'est à vous de lire, mais je ne vais pas vous faire la lecture. Hein. C'est à retenir. Gouzel Soru. Bon, j'ai rien compris. Alors, voilà, c'est pour tout parce qu'on peut vous donner, par exemple, ce que c'est qu'un rein, ce que c'est qu'un souffle tubaire, ce que c'est qu'un truc comme ça. Mais moi, je ne vais pas rendre libre. Alors, les râles, tout ce qui est renflant et sibilant, c'est une atteinte bronchique, mais les râles crépitants, c'est une atteinte parenchymateuse. Donc, comme je vous ai dit, et alors quand ça s'entend généralement à l'inspiration profonde, la toux peut parfois les révéler. Lorsqu'elles sont bilatérales et symétriques, généralement, c'est quand il y a une fibrose. Quand ça va de la base jusqu'au sommet, voilà, c'est comme j'ai dit ici, en marée, décrivant la classique montée en marée montante, ça signe qu'il y a, ça veut dire quoi, les râles crépitants? Ce sont les alvéoles qui sont comblés et donc ça peut s'observer également dans l'œdème aigu du poumon. On peut retrouver des râles sous-crépitants ou bulleux qui sont les plus fréquents. Alors ça s'observe comme un éclatement plus ou moins serré de bulles, d'où l'appellation des râles bulleux. Les sous-crépitants s'entendent en deux temps respiratoires, alors que les râles crépitants ils sont mieux perçus à l'inspiration profonde ou alors lorsque vous demandez également aux patients de tousser. Donc, quand ils toussent, et le crépitant, ça s'entend au deux temps et mais ils sont plus nets à l'inspiration. Et vous pouvez également entendre les frottements pleuraux. Également, vous pouvez percevoir à l'auscultation, c'est occupé. Vous pouvez percevoir à l'auscultation un wheezing. Alors, un wheezing qui va ressembler au sifflement du vent à travers un orifice étroit. Il est essentiellement inspiratoire et il est perçu en un point fixe du thorax. Mais ce qui met les sibilants. Les sibilants, c'est un sifflement et également comme un miaulement de chat ou bien comme le bruit des pigeons. Donc, par contre, alors, dans les sibilants, ça s'observe dans les crises d'asthme, donc ça touche les voies, les branches périphériques. Par contre, le wheezing, ça touche les voies, les branches de gros calibre. Hein, ou alors carrément quand il y a une atteinte trachéale. Mais vraiment, à l'inspiration. Hippocratique, réalise un bruit de clapotis. Moi, je n'ai jamais entendu d'ailleurs. Je ne sais même pas, je ne l'ai jamais entendu. C'est quand généralement il y a un épanchement aérien et liquidien. C'est-à-dire à la fois il y a de l'air et du liquide. Vous allez entendre voilà, c'est comme un clapotis. On finit bien sûr, les modifications de la voix et de la toux. Vous avez une bronchophonie, c'est la transmission exagérée de la voix haute qui reste confuse à l'auscultation et ça s'observe dans la condensation pulmonaire. La poctoriloquie, c'est une transmission nettement distincte de la voix haute, c'est-à-dire quand il parle, il se voit dans les cavités creusant un foyer de condensation.
par exemple dans les cavernes tuberculeuses, etc. La pectoriloquie-aphone, c'est une transmission articulée de la voix chuchotée, c'est-à-dire quand vous demandez aux patients de parler, et en auscultant, vous allez voir la perception de cette voix, comment vous allez la percevoir. Et l'égophonie, c'est une transmission de la voix, je ne vous cache pas, jamais Khoroto, c'est du khoroto, je me suis dit que c'est pas à retenir. D'accord, d'autant que vous avez dit que c'est du... Oui, mais c'est pour moi. Khoroto, c'est pour moi parce que c'est trop long à lire. Mais sinon, pour vous devez l'apprendre. Voilà, je suis désolée, parce que quand je vous dis, voilà, la bronchophonie, c'est la transmission exagérée de la voix haute qui reste... Ça, c'est de la littérature, hein. Mais il faut écouter ça pour faire la distinction, pour mieux. Voilà, par exemple, la pectoriloquie aphone, c'est une transmission articulée de la voix chuchotée qui devient distincte. Quand vous mettez un stéthoscope et que vous demandez au patient de parler tout doucement et qu'à l'auscultation, vous allez voir, c'est une voix qui porte, et donc on parlera de pectoriloquie aphone, et ça s'observe dans les épanchements pleuraux liquidiens, l'égophonie, tout ce que je viens de dire, il faut essayer de le résumer et de le retenir, hein. Et puis, par exemple, vous avez la toux déchirante, intense et pénible à ausculter en cas de condensation pulmonaire. Dans la condensation pulmonaire, généralement, il y a des rats crépitants en foyer. C'est le style les plus fréquents. Vous pouvez avoir également la pectoriloquie aphone. Mais bon, hein, je ne vous cache pas, là, on n'en voit pas, on n'en ausculte pas, j'ai jamais entendu ça. Ou alors, je n'ai pas su faire la différence. Mais bon, il faut que c'est marqué, ça fait partie de l'examen physique et vous devez les connaître. Donc, en conclusion, l'examen clinique de l'appareil respiratoire est une étape importante et incontournable dans la stratégie diagnostique d'une pathologie respiratoire avant tout examen complémentaire. Donc, le malade, quand il vient vous voir avec des signes fonctionnels. Après, vous faites votre interrogatoire. Vous finissez par un examen physique avant de demander. C'est quoi du kholoto pour un médecin à retenir pour un médecin? Alors, quand j'ai dit du kholoto, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une dictée en lisant, mais ça reste toujours, vous devez connaître cela. Le souffle tubaire, il faut que tu aies ce que c'est que la définition, parce que c'est très difficile à expliquer quand on n'arrive pas à l'écouter. C'est dans ce sens. C'est pas quelque chose qu'il ne faut pas connaître. C'est qu'il faut connaître à apprendre. Malheureusement, moi, je n'ai pas de support pour vous montrer ce que c'est que je sais pas ce que je t'ai dit, ya Sarah. C'est juste pour vous expliquer ça, vous devez les connaître. Et l'auscultation, c'est quelque chose que vous devez entendre. Si c'est possible maintenant avec les moyens, si vous pouvez, s'il y a des sites qui peuvent vous montrer les signes auscultatoires, ça sera nettement bien qu'à 9h du soir ou à 10h du soir, voilà les râles sous-crépitants, sous-crépitants, qu'un souffle tubaire, ça existe, que la pectoriloquie aphone existe, etc., etc. Mais vous devez la connaître. Et ce qui est bien, c'est de l'écouter. C'est ce qui est encore meilleur. S'il y a un épanchement pleural, il y a une abolition du murmure vésiculaire et parfois il y a des souffles pleurétiques qu'on peut également identifier. Ça s'écoute, l'auscultation, ça s'écoute. C'est pas, voilà, c'est difficile à vous transmettre ça quand je vais vous dire c'est un souffle qui est doux, qui est humé, qui est rock. Vous n'allez pas comprendre. C'est dans ce sens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ce que j'avais, je ne sais pas, c'est de la théorie. Exact, c'est de la théorie. C'est très difficile de faire, de vous expliquer ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser ou je vous libère? Ça touche quoi l'atteinte par... Quand je dis l'atteinte parenchymateuse, par exemple,
quand vous avez une pneumonie. Alors, dans la pneumonie, vous allez faire ça quand vous allez faire, on serait en 4e année. Vous allez à l'auscultation, vous allez retrouver des râles crépitants en foyer. Et ce n'est pas des râles crépitants bilatérales, non, c'est des râles crépitants à une partie du poumon. Et puis, vous allez voir également quand il y a une pneumonie, il y a un syndrome de condensation qui se caractérise également par une exagération des vibrations vocales. Et donc, alors, une exagération des vibrations vocales. Donc, déjà, avant de demander votre radio, vous allez dire, voilà, j'ai retrouvé des râles crépitants en foyer, il y a une exagération des vibrations vocales, probablement, je vais trouver une opacité à tel ou tel endroit. Alors, s'il y a en plus un syndrome infectieux, donc c'est à coup sûr, c'est une pneumonie. Donc, c'est une alterne, c'est ça ce qu'on appelle le syndrome de condensation. Alors, pour ce qui est de la cyanose, il y a votre camarade qui m'a posé est-ce que c'est lié à une hypercapnie? Non, la cyanose, elle est liée, je vous ai dit, à un défaut d'oxygène. L'hypercapnie, c'est quoi l'hypercapnie? C'est tu fais, voilà, qui c'est qui m'a posé la question? C'est vrai? Voilà, qui c'est qui m'a posé l'hypercapnie? Monsieur Ah, c'est monsieur Diz. Enfin, j'imagine c'est un monsieur parce qu'il y a photo d'un homme. C'est quoi pour vous l'hypercapnie? Voilà, c'est le CO2 qui est augmenté. C'est la PaCO2 qui est augmentée. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. La cyanose, elle survient. Madame, pourquoi la compression de la veine cave supérieure va entraîner une hypoxie? Eh bien, parce que dans la veine cave, après, ça va se jeter dans l'oreillette et c'est pour ça que ça va vous aller donner, il va y avoir un défaut d'oxygène. C'est ça, en fait, pourquoi il y a une hypoxie. Donc, je reprends la cyanose, c'est lié à un défaut d'oxygène. Il y a un manque d'oxygène dans le sang artériel et de ce fait, l'hémoglobine ne sera pas oxygénée. Et on dira que c'est une hémoglobine qui est réduite. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'hypercapnie. L'hypercapnie, il y a des signes d'hypercapnie. C'est généralement, des fois, on peut avoir comment on appelle ça, une hypersudation, des céphalées, des troubles de la conscience, mais pas du tout de cyanose. La cyanose, qui dit cyanose, veut dire manque d'oxygène. Retenez comme ça de façon très simple. Encore, il y a des questions où Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Je pense qu'on arrête là. On va arrêter ici. Voilà. Comment on fait? Je vais vous envoyer le cours ou la Kifashin Der? Bien sûr. Ah bah oui, moi aussi, bien sûr. Khalas, alors, mademoiselle, je vais